Bonjour la classe, vous allez bien? Oui. Oui, merci. Aujourd'hui, on a un cours particulier. Je vais commencer par vous présenter le sujet de cette semaine, et après ça, on visionnera un court film. Tout d'abord, on entend tous parler, que ce soit par des camarades ou par les médias, les différents conflits qui ont lieu présentement. Est-ce que vous pouvez m'en nommer un? Oui, monsieur. La guerre Bien. civile qui se passe actuellement en Syrie contre le gouvernement de Bachar al-Assad. Bien, Arnaud, réponse. En fait, durant le XXe siècle, on a eu plein de conflits de mains. Cependant, les plus grands crimes contre l'humanité ont surtout été des actes de génocide. Mais monsieur, est-ce qu'il y a eu d'autres génocides que le génocide arménien et le génocide des Juifs? Mais bien sûr, mais le monde n'en parle pas beaucoup. Même le nôtre n'est pas assez connu. Par contre, celui des Juifs a été assez connu dans le monde entier. Pour répondre à ta question, bien sûr c'est vague. Il y a eu d'autres génocides, comme celui des Ukrainiens, qu'on appelle le Holodomor, celui des Juifs, qu'on appelle l'Holocauste, celui du Darfour, du Rwanda, du Cambodge. Mais, monsieur, Oui, Claudia? pourquoi est-ce que les génocides des Ukrainiens et des Juifs ont un nom particulier? Ça, c'est une question très pertinente, Claudia. Merci de l'avoir mentionné. En fait, le mot Holocauste, avant, c'était un nom commun qui représentait la destruction d'une population par le feu ou par la bombe atomique. Et ensuite, les Juifs l'ont pris pour représenter leur génocide. Et maintenant, ça, avec un H majuscule, ça signifie l'extermination des Juifs pendant la période nazie. Ensuite, le mot Holodomor signifie l'extermination par la famine, qui était le moyen principal utilisé afin d'exterminer les paysans durant cette période, qui était en 1932-33. Maintenant, alors que le gouvernement a accepté l'intégration d'enseignements des génocides du XXe siècle dans les écoles secondaires, on aura plus de chances de les faire connaître. Ah, c'est vrai, mes parents m'en ont parlé. Oui, presque tout le monde le sait maintenant. Sachez que c'est un grand pas en avant pour les Arméniens et les autres peuples ayant subi les mêmes atrocités. Avant de passer au film, j'aimerais que vous sachiez qu'il existe 8 étapes afin de présenter la réalisation d'un génocide. Tout d'abord, un génocide commence avec la classification. C'est quoi la classification? C'est la distinction entre deux peuples sous différents aspects, comme la race, la religion ou l'ethnicité. Par exemple, le Rwanda étant divisé en deux ethnies, les Tutsis et les Hutus, les Tutsis étant les victimes, en 1994. Ensuite, la symbolisation. C'est quoi la symbolisation? C'est l'identification et la représentation d'un peuple par un symbole qui vise à être discriminé. Par exemple, les Juifs devaient porter l'étoile de David lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant victimes de discrimination dans les années 1930-1940. Alors, les 6 autres étapes sont la déshumanisation, l'organisation, la polarisation, la préparation, l'extermination et finalement la négation. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on visionnera un court film portant sur le génocide arménien. Et évidemment, il est obligatoire de prendre des notes parce qu'on aura un examen prochainement. Et on arrête. Alors, Arnaud, peux-tu m'aider à mettre le film, s'il te plaît? Je ne sais pas comment ça marche, ça. Dans les années 1890, j'avais presque 5 ans et j'ai vu pour la première fois mes parents se chicaner. On était en train de se promener dans un marché, comme d'habitude. Des raisins, juste 4 livres. Des raisins. Non, merci. Non. Des légumes bons et frais. Juste 2 livres. Non, je peux pas. 2 livres. Non. Eh oh monsieur, tapis fait à la main. Regardez, juste 5 livres. Pourquoi on n'achète pas les tapis? Mais ils ont fait des taxes sur les Arméniens, on peut rien faire. Bravo. Ils ont fait ça.
rien faire, on n'a pas les moyens. Monsieur, madame, montrez vos qualités. Touchez. Non, merci. 10 livres, seulement 10 livres. On marchait dans les allées et mes parents murmuraient quelques phrases entre eux. Regarde comme il ose Non, les parle prix. pas si tu peux Et alors, on va rien faire, ne faire absolument rien Ne sans parle la pas en manière dont arménien, il nous s'il te traite. plaît. On Et peut que va rien se faire. passer à notre fils? On n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Soudain, mon père s'est énervé de ma mère. Il parlait à propos de notre situation dans ces temps, comment elle s'était détériorée de plus en plus. Mais je ne comprenais pas. Juste quelques mots à propos des prix, des taxes. On va voir, mais En entendant mon père s'agiter et en l'entendant parler en arménien, des marchands turcs s'approchèrent de lui. Hé! Arrêtez! Non! Hé! Non! Pendant ces dernières minutes, Ouais! il nous embrassa, Arrêtez-vous! ma mère et moi, puis nous poussa afin qu'on puisse s'échapper et sauver notre vie. Ma mère, serrant ma main, courut avec moi. J'avais abandonné mon père sans avoir essayé de l'aider. Ma mère, elle aussi, avait abandonné mon père pour protéger ma vie. Désormais à la maison, rien n'était comme avant. Me voici privé de mon père, ma seule source d'inspiration. J'avais compris ce qui s'était passé. Le sultan Hamid avait donné l'ordre de martyriser mon peuple. Alors, on pose le film, Arnaud? Merci. Alors, qu'avez-vous remarqué durant la première partie du film? Oui, c'est vrai. J'ai réalisé que quand les Turcs ont vu que la famille était vraiment arménienne, ils se sont totalement transformés. Ils sont devenus vicieux et ils les ont attaqués sans crainte. Très bonne réponse, Sévag. En fait, ça, c'est la troisième étape d'un génocide, qui est la déshumanisation. Avez-vous aussi remarqué les affiches? Oui, Tania. Oui, selon moi, ça c'est un moyen pour le sultan Hamid d'influencer la façon que pense la population et en même temps c'est une façon subtile de faire la première étape d'un génocide. Belle remarque. Mais, Oui, Claudia. monsieur, j'ai un commentaire. J'ai remarqué que les Arméniens étaient rejetés par la société turque et que les Turcs imposaient des taxes plus élevées aux Arméniens. C'est une classification, ça me semble, non? Oui, Claudia, oui. En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Ceci est la division extrême de la population. La discrimination s'intensifie, puis il y a une polarisation entre les deux peuples. En fait, c'est exactement ça. Le processus de la classification qui se transforme en une situation plus inquiétante. La polarisation des idées extrémistes qui élargissent la division entre les groupes opposés. La ségrégation des citoyens de seconde classe augmente. Avez-vous compris? Oui. Parfait. On va reprendre le film. En 1894, c'était la révolte de Sassoun, aussi connue comme la première résistance de Sassoun. C'était un conflit entre les forces de l'Empire ottoman et les rebelles arméniens. Durant cette époque, la peur régnait partout. Les gars, il n'y a personne dehors pour le moment. Vous êtes libres à discuter. Je vous préviendrai si quelqu'un vient. Ça fait déjà 1 an qu'on souffle le massacre du sultan Hamid. Nous avons eu plus de 100 000 victimes. Nous devons agir. C'est notre devoir de lutter contre les Turcs. C'est notre devoir de veiller sur le bien-être de notre peuple. J'ai déjà perdu mon oncle et mes 2 frères. J'ai peur de perdre mon mari. Il faut que nos hommes nous protègent. C'est ensemble, tout fort et réunis, qu'on va pouvoir changer la réalité dans laquelle nous vivons présentement. Je suis d'accord avec Arek. Seule la révolte pourra changer cette triste réalité. En 1896, des massacres hamidiens avaient pris fin. Le nombre de victimes arméniennes était d'environ 300 000.
C'était dans les années 1900, lorsque j'ai compris la gravité de la situation. Une de nos églises avait été brûlée par des soldats turcs. Petit à petit, je voyais mon peuple disparaître. Les Turcs ayant d'abord massacré une grande partie de mon peuple, et maintenant, c'était nos églises pour mettre à l'épreuve notre foi. En 1909, j'ai réalisé que j'avais survécu au massacre d'Adana, qui avait été organisé par le mouvement Jeune Turc. Mon peuple avait perdu 25 000 personnes. Avril 24 1915, les Turcs avaient donné l'ordre de capturer, torturer et de tuer les intellectuels de notre peuple. Ils voulaient éliminer les personnes les plus intelligentes de notre peuple pour que les Arméniens s'affaiblissent davantage. Ils ont coupé les racines de notre culture. Ils ont coupé les têtes de nos avocats, nos écrivains, nos poètes, nos philosophes et de nos enseignants. Les Turcs avaient essayé de voler notre identité en tuant nos artistes, mais nous gardons toujours notre culture. À peine debout, les mains tremblantes, elles étaient tous alignées. Enfin, je suis toute seule. Je n'y arrive plus. J'abandonne. Pourquoi vivre? Pourquoi? Je me sens tellement sale, détruite, molle. À chaque fois que j'ouvre mes yeux, je vois du sang, des morts, des squelettes. À chaque fois que je ferme mes yeux, je vois ce regard rempli de terreur et de cruauté, ce regard rempli d'agression et de violence. Je vois son visage, je sens son corps lourd qui pèse contre le mien, ses mains qui me serrent. Je n'arrive pas à effacer cela de ma tête. Son regard est gravé dans ma mémoire pour l'éternité. Je sens son odeur et sa présence. J'ai peur. Pourquoi ne m'a pas-t-il tuée? Pourquoi suis-je encore vivante? Je préférais mourir avec dignité plutôt que vivre avec l'esprit volé. Je choisirais la mort. Je ferai tout pour ne pas tomber dans les mains de ces monstres. Je ferai tout pour ne pas rester avec cet homme qui vient tout juste de voler ma jeunesse,
mon âme, ma raison d'être, ma vie. Devant moi, il y avait une dizaine d'hommes dont les yeux sont remplis de peur et de tristesse. J'arrive à peine à me retenir debout. Près de moi, je vois un groupe de jeunes filles arméniennes. Elles ne regardent que le sol et restent immobiles. J'ai l'impression que malgré le fait qu'elles se tiennent debout et sont vivantes, leur esprit est enterré. Tout à coup, j'aperçois un soldat turc qui s'approche et murmure quelques mots au général. Par la suite, le général ordonne à Zohrab d'avancer rapidement. Non, Zohrab! Je prie qu'il ne lui arrive rien de mal. J'essaye de me convaincre que cette horreur va bientôt finir, que ceci n'est qu'un cauchemar. Pourtant, je sais qu'en espérant cela, la situation ne va pas s'améliorer. Je sens des pas lourds qui se dirigent vers moi. Je hausse la tête pour voir et je vois un soldat turc qui pointe ma tête avec son fusil. J'essaye de rester calme. De l'autre côté, d'autres soldats turcs se dirigent vers les jeunes filles. Je vois des larmes de tristesse, de peur et de terreur qui coulent sur leurs joues. Elles savent ce qui va se passer. Je veux tellement les aider, les sauver. Je n'arrive plus à résister à tous ces actes violents, à cette terreur, à ce cauchemar. Comment peuvent-ils faire cela? Le pire, c'est que je connais ces filles qui souffrent dans les mains des Turcs. Elles sont de mon village. Anouch, Ani, Tamar, Alpi, Sarin. De belles filles dont la vie est présentement pire qu'un cauchemar. J'aperçois Zohrab qui s'approche, entouré de soldats. Il a un regard désespéré. Non, lâchez-le! Zohrab! Ils le font monter sur des escaliers et je vois une rampe. Une rampe. Oh non, je n'y arriverai jamais à voir un ami souffrir devant mes propres yeux.
voici dans un lieu désertique où la peur, la terreur, la violence règnent. On marche sans cesse. Aucune parole n'est prononcée. Je regarde autour de moi, stupéfait. Je vois des larmes qui coulent sur les joues de ma mère. Plusieurs d'entre nous sont tombés par terre, les yeux fermés. J'ai soif, j'ai faim. Ils sont tous entourés par des soldats dont les yeux sont remplis de cruauté et de mal. Je me demande, qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi sont-ils en train de nous amener loin de chez nous? Pourquoi dois-je voir mon peuple souffrir? À chaque fois que je questionne ma mère, elle m'incite à me taire. Je lui obéis. Je continue de marcher silencieusement, serré dans les bras de ma mère. Tout à coup, je sens des pas lourds qui se dirigent vers nous. Ma mère m'embrasse et me serre plus fort. Je prie que ce baiser ne soit pas le dernier. Un soldat chargé d'une arme s'approche et pousse violemment ma mère. Je crie de toutes mes forces. J'ai peur. Ma mère glisse et tombe, étendue sur le sable et les pierres du désert, me fixe d'un regard inquiet. Je l'aide à se relever et nous continuons notre marche. D'autre part, je vois une mère apprendre l'alphabet à son fils, assise par terre sur le sable. Le temps passe et je commence à perdre de plus en plus d'énergie. Seul le fait de survivre me donne de l'espoir. Je me retourne en arrière. J'observe silencieusement. Je regarde par terre et je vois le sable rouge rempli de cadavres. Le chemin est très long. J'ai l'impression d'avoir marché pour l'éternité. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris le film ou vous avez des commentaires? C'était monstrueux comme scène de notre peuple martyr, les déportations, les morts. Oui, tu as raison. Monsieur, mon grand-père m'a raconté que durant les déportations, son père devait enterrer sa sœur avec ses propres mains. Je n'arrive pas à croire à quel point les Turcs sont arrivés. Oui, je comprends, Christine. J'ai entendu plein d'histoires similaires aussi et beaucoup. C'est vraiment dur à comprendre la situation. En effet, c'est ici où débutent les actes les plus cruels, les plus atroces des étapes d'un génocide. La préparation et l'extermination. La création des listes des intellectuels et tous ceux qui se présenteront comme des obstacles sont condamnés à la mort par le gouvernement qui a mis en place une politique génocidaire. Les possessions de la population sont confisquées. Leurs soldats sont désarmés. Le travail forcé est appliqué. Les dirigeants arméniens sont exécutés et la déportation commence. La mort de ces populations n'est plus signifiante aux yeux des agresseurs, puisqu'ils sont maintenant des sous-hommes. C'est en atteignant ces étapes que le terme génocide prend tout son sens. Monsieur, Oui, Claudia. d'où vient le mot génocide exactement? J'ai pas vraiment le temps, mais je vais essayer de faire ça vite. C'est une question très pertinente et je vais le partager. Tout a commencé par un homme qui s'appelle Raphaël Lemkin, un professeur en droit d'origine juive polonaise. De 1928 à 1944, Lemkin se questionne et cherche les raisons pour lesquelles il existe des lois condamnant les crimes d'une seule personne et non des lois contre des crimes commis contre un groupe de personnes. Finalement, en 1944,
dans son ouvrage Axis Rule in Occupied Europe, Lemkin va employer le terme génocide pour la première fois pour tenter de définir les crimes perpétrés par le gouvernement turc de l'Empire ottoman à l'encontre des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale. Alors, au revoir tout le monde. J'espère que vous avez aimé le film. Monsieur, j'ai préparé un petit documentaire à propos de la communauté arménienne ici à Montréal. Est-ce que je peux le faire demain matin si c'est possible? Oh, c'est exactement ce que j'allais faire, mais ok, parfait, tu le feras à ma place et je t'aiderai aussi. Et tu me sembles quand même un gars très cultivé avant. Merci, alors on se verra demain matin. Parfait. Bonjour la classe. Vous allez bien? Oui, merci. Alors, votre camarade souhaite faire une présentation aujourd'hui sur la communauté arménienne à Montréal. C'est ça, hein? Exactement. Alors, avant de commencer, j'ai des petites questions pour toi pour savoir si tu as bien compris. Quelles ont été les différentes étapes qui ont mené à la création de la communauté arménienne à Montréal? D'après les recherches que j'ai faites, la population arménienne du Québec n'a pas toujours joué de l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. En effet, cette dernière ne comptait que très peu de membres jusqu'aux années 1950. Cependant, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des milliers d'Arméniens s'y sont installés, provenant de la Grèce, de la Turquie, de la France, de l'Égypte, de la Syrie, du Liban, de l'Iran, de l'Irak et même de l'Arménie. C'est donc effectivement vers les années 50 que commence réellement le projet de fonder une communauté à Montréal. Ainsi, le 18 juillet 1958, lors d'une réunion dans la maison de Agop Bassamajan, considéré comme l'un des principaux pères fondateurs de la communauté arménienne à Montréal, tous s'accordent à finaliser le projet de fonder un centre communautaire ainsi qu'une église à Montréal. C'est environ 2 ans plus tard que l'église est bénie par le prélat des États-Unis et du Canada, Monseigneur Ferran Khachaturian, qui la nomme sur Agop ou Saint-Jacques. Exactement. C'est évidemment aux environs des années 1950. Oui. Alors, j'ai une autre question plutôt personnelle pour toi. Comment tu crois faire reconnaître l'image et l'identité arménienne devant les autres communautés culturelles et ethniques à Montréal? Je pense qu'il y a 4 façons de faire reconnaître l'image et l'identité arménienne. Premièrement, c'est l'engagement écuménique de l'Église. Deuxièmement, c'est l'engagement pour la reconnaissance du génocide arménien et des autres génocides. Troisièmement, l'engagement social. Et finalement, l'engagement culturel et sportif, évidemment. Ok, parfait. On va regarder ton film. Merci. Depuis 100 ans, on a vu naître de beaux enfants, fiers de leur origine, fiers de leur identité, fiers de leurs parents, avançant vers le monde et ses richesses, tentant malgré ces actes non reconnus de se reconstruire. Nous sommes en vie, car ils ont survécu. Et ça, c'est notre réponse. J'ai remarqué en parlant avec les gens qui fréquentent ces centres que c'est très important, c'est crucial, c'est primordial de fréquenter ces centres pour se sentir un peu chez soi, dans la réalité montréalaise, québécoise et canadienne. Alors, c'est sûr que les gens, on se retrouve un peuple qui a été expulsé, bien entendu, suite au génocide de 1915. Et par la suite, on se trouve un peu éparpillé partout à travers le monde. On reconnaît le génocide arménien. Pour ce qui concerne le Canada, on le reconnaît d'emblée. Aux États-Unis, c'est nettement moins clair. Le président Obama, encore une fois aujourd'hui, c'est le cas depuis le début de son mandat, refusé d'employer le mot génocide. Le cas le plus paradoxal, c'est Israël, pays issu de l'Holocauste, qui refuse de reconnaître pour l'instant le génocide arménien. Allons-y avec une citation du président. Que les centres communautaires ont un rôle important dans le sens qu'ils ont servi à maintenir notre identité, à préserver notre identité, car on a perdu énormément de patrimoine culturel,
On a perdu énormément de notre peuple, de nos familles, durant les massacres et le génocide. Alors il fallait reconstruire. On commence par, surtout les Arméniens, l'Église. On fonde une Église et par la suite, l'Église devient comme un lieu de recueil, de rassemblement et même de renaissance pour les Arméniens post-génocide. Journée de commémoration à Montréal, près de 10 000 personnes ont marché en mémoire des victimes des génocides du 20e siècle. Des milliers de personnes marchent en mémoire des victimes de génocide. Le premier, il y a 100 ans, a fait 2,5 millions de victimes arméniennes. Le 20e siècle a vu d'autres crimes contre l'humanité. L'Holodomor ukrainien, l'Holocauste juif, le génocide au Cambodge, le massacre des Tutsis au Rwanda. On peut résumer tout ça en disant que les centres communautaires, les églises, les écoles servent comme un lieu de recueil, de rassemblement et absolument de renaissance aussi. C'est un lieu, jusqu'à maintenant, aujourd'hui à Montréal, les centres communautaires, c'est un lieu où on exprime, où on célèbre notre identité, que ce soit par des concerts de musique, par la danse folklorique, que ce soit par des événements politiques où on parle surtout de notre cas arménien, cause arménienne contre le négationnisme turc aussi, entre autres. C'est un endroit où on contribue au développement de notre pays, de notre patrie, l'Arménie. C'est très apprécié que les centres communautaires, que ce soit l'UQAM ou Assurpagop, s'ouvrent à d'autres communautés qui ont vécu des génocides, que ce soit la communauté rwandaise, cambodgienne, juive, par exemple. Je crois que à chaque jour, c'est une espèce de survie. Lorsqu'on habite dans une diaspora, on ressent peut-être une urgence de préserver notre identité, parce qu'on est d'abord éloigné géographiquement de notre centre, que ce soit l'Arménie ou que ce soit nos terres ancestrales qui ne nous appartiennent plus aujourd'hui à cause du génocide. Donc, je crois que les dirigeants des centres, les organisateurs et les membres qui fréquentent ces centres ressentent cette urgence et ce besoin d'établir un lien avec un espace physique. Et ces centres communautaires représentent un peu une Arménie éloignée. On est attaché à d'autres communautés, on a d'autres liens avec des communautés diasporiques. Donc, ça fait qu'on a plusieurs niveaux identitaires avec l'Arménie, avec notre localité présente ici à Montréal, ainsi que d'autres communautés diasporiques, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit aux États-Unis ou en Moyen-Orient. De gros cœur, on commémore cette tragédie du début du siècle. Oui, les Arméniens qui commémorent aujourd'hui le triste anniversaire, les 100 ans du génocide de 1900. Sur la forme, oui, c'est sûr. Dire que le premier génocide du XXe siècle a été celui des Arméniens, le dire publiquement dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre, retransmis en Mondovision, François ne pouvait pas donner plus de force à son propos, même si, réunis devant le Parlement, des milliers de personnes ont tenu à souligner le génocide arménien en marchant jusque devant l'ambassade de la Turquie. Stéphane Leclerc.
L'image est rare et saisissante. D'un côté, des milliers de Canadiens d'origine arménienne, de l'autre, des centaines de Canadiens d'origine turque. Et entre les deux, un fossé toujours immense. 100 ans plus tard, des descendants des survivants du génocide, jeunes ou moins jeunes, sont venus de Toronto, de Montréal, d'Ottawa, pour commémorer ce triste C'est le premier génocide d'un siècle qui en comptera d'autres. Entre avril 1915 et juillet 1916, près des 2 tiers des Arméniens vivant alors en Turquie seront victimes de massacres et de déportations. 100 ans après, la Turquie, héritière de l'Empire ottoman, n'a toujours pas reconnu ce génocide. Toute la journée, à l'occasion du centenaire du génocide arménien, France 24 vous propose une programmation spéciale consacrée au peuple arménien, à son histoire et à sa culture. France 24, un autre regard sur l'actualité. Je te félicite vraiment, c'est bien préparé, bien organisé. Alors, j'ai vu dans la vidéo que tu avais fait une interview avec Madame Laleh Mandjikian. Est-ce que tu peux me parler un peu d'elle? Madame Laleh Mandjikian a rédigé sa mémoire de maîtrise en 2005 et qui examine le rôle des centres communautaires arméniens par rapport à la ville de Montréal et par rapport à l'Arménie. En décrivant les caractéristiques des 2 plus grands centres communautaires arméniens de Montréal, Madame Mandjikian a pu analyser ces espaces sociaux qui incarnent les éléments qui représentent une patrie éloignée et une diaspora éloignée. Parfait, merci beaucoup. Merci. J'ai une petite surprise en arrière, on a préparé une danse. Je sais que vous dansez très bien, alors s'il vous plaît, vous pouvez nous joindre et on va danser ensemble. Ok, parfait. Allons-y. Yeah.
Finalement, la dernière étape d'un génocide est le négationnisme, qui représente la contestation ou la remise en cause de la réalité historique du génocide commis. Comme vous l'avez vu, tous les Arméniens du monde se rassemblent chaque année, depuis 100 ans, pour commémorer ce triste événement historique. Mais l'État turc n'a pas encore reconnu les génocides perpétrés par l'Empire ottoman. 1915 never again! 1915 never again! 1915 never again! 1915 never again! Nous exigeons nos terres! Nous exigeons nos terres! Nous exigeons nos terres! Nous exigeons nos terres! Visons le cycle du génocide! 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 We demand our land! We demand our land! We demand our land! We demand our land! Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici afin de commémorer le 101e anniversaire du génocide arménien. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement turc nie le fait qu'en 1915, 1,5 million d'Arméniens ont été massacrés, torturés et déportés. En tant que descendants de survivants du génocide, nous n'oublierons jamais les tragédies que notre peuple a vécues. C'est évoquer la souffrance et la peine des survivants. C'est reconnaître une tragédie par son ampleur qui a frappé l'humanité tout entière. Commémorer un génocide, c'est lutter pour que les souvenirs de cette horreur puissent empêcher qu'une autre horreur ne se répète ou ne se reproduise. Voilà pourquoi commémorer le 101e anniversaire du génocide arménien est un devoir pour nous tous. Pour la paix pour nous tous et pour la mémoire des victimes. Président Erdogan, si tu penses que toi, avec tes mensonges, tu vas pouvoir effacer la réalité qui s'est produite il y a 100 ans, si tu penses que tu peux nier le fait que tes ancêtres ont commis un crime contre l'humanité, tu te trompes. Aujourd'hui, la nouvelle génération est réunie et est 100 fois plus forte. Nous allons lutter jusqu'à temps que vous assumiez vos responsabilités. Nous revendiquons nos terres, nous revendiquons Ararat. Chaque année, nous allons nous réunir ici en plus grand nombre et encore plus fort. La justice doit être rendue pour que les âmes des victimes reposent enfin en paix. Merci.